La dernière fois, nous avons vu que la population taïwanaise s'est développée par le mélange entre autochtones austronésiens et vagues successives de migrants venus de Chine. Mais qui sont les migrants qui résident actuellement à Taïwan? D'où viennent-ils? Et quelles sont les règles qui régissent leur séjour? Voyons ça ensemble dans ce nouvel épisode de Chronique taïwanaise. Avant de discuter des statuts, il faut d'abord qu'on chiffre l'immigration à Taïwan. Et dans le contexte taïwanais, cette question est un peu plus compliquée qu'on ne pourrait le penser, notamment en raison des citoyens chinois. De fait, les ressortissants de Chine, Hong Kong et Macao ont un statut différent des autres étrangers. Pas vraiment citoyens et pas vraiment étrangers, ils sont juste une catégorie autre et ne sont pas comptés dans les mêmes statistiques. On reparlera plus en détail de ce statut bâtard plus tard dans cette vidéo. Dans le même temps, les ressortissants chinois sont de plus en plus vus par les Taïwanais comme des étrangers, au même titre qu'un Américain, un Vietnamien ou un Japonais. C'est pourquoi je les inclus dans la population étrangère. Les statistiques officielles comptent environ 390 000 personnes, essentiellement des femmes chinoises mariées à des hommes taïwanais. Mais les statistiques sont un peu imprécises parce qu'elles ne font pas vraiment la différence entre les Chinois naturalisés et ceux encore étrangers. Quoi qu'il en soit, notre calcul doit aussi intégrer la catégorie des nouveaux résidents. Elle comprend autant des étrangers naturalisés que des résidents de longue date, toujours sous un statut étranger, le plus souvent des conjoints de Taïwanais. Selon les chiffres officiels, ce groupe serait composé d'environ 600 000 personnes, dont 50% de Taïwanais naturalisés et 50% d'étrangers. Et là, nous avons un petit souci statistique. En effet, en plus du problème des femmes chinoises, est-ce qu'un résident permanent vietnamien ou français est comptabilisé 2 fois comme étranger et comme nouveau résident? Ou sont-ils mis à part? Difficile à savoir. Enfin, la plus grande partie des étrangers à Taïwan résident sur l'île grâce à un visa de travail. Mais environ 90 à 100 000 personnes sont actuellement hors des radars des services d'immigration. Et cela crée une autre incertitude statistique. Est-ce que ces personnes disparues ont été retirées des listes? Si oui, combien? Impossible à savoir. Bref, dans ce brouillard statistique, essayons de reprendre les chiffres et de fournir une estimation cohérente. D'un côté, le Bureau taïwanais de l'immigration affirme qu'il y a 1 017 000 étrangers dans le pays. Ajoutons à cela environ 300 000 nouveaux résidents encore étrangers, ainsi qu'environ 230 000 Chinois hongkongais et macanais non naturalisés. Enfin, il faut ajouter entre 90 et 100 000 travailleurs étrangers aux statuts légaux imprécis. En tout, cela donnerait environ 1 650 000 personnes. Mais nous avons vu que certaines données étaient imprécises, donc il semble plus prudent d'estimer le nombre de résidents étrangers à entre 1,5 et 1,7 million. Sur une population d'environ 23,2 millions de Taïwanais, cela donne une proportion entre 6,4 et 7,3%. À titre de comparaison, c'est moins que la moyenne de l'Union européenne, que la France ou les États-Unis. Mais c'est aussi plus que le Japon ou la Corée du Sud. Dans le détail, la très grande majorité des étrangers à Taïwan provient de 5 pays: Chine, Indonésie, Vietnam, Philippines et Thaïlande. En février 2026, les Occidentaux n'étaient que 28 468 personnes, soit environ 1,7% de l'ensemble des étrangers. Le ratio occidentaux-taïwanais est donc de 1 sur 817, alors qu'il est de 1 sur 59 entre Chinois et Taïwanais, et 1 sur 65 entre Indonésiens et Taïwanais. Ces ratios pourraient bientôt bouger, puisque Taïwan et l'Inde discutent de l'importation de travailleurs indiens à Taïwan. Bon, trêve de chiffres, regardons désormais les différents statuts des étrangers à Taïwan. Les catégories sont très variées, donc on va partir des séjours les plus courts pour aboutir aux résidents de longue durée. Donc nous avons tout d'abord les touristes et les voyageurs d'affaires. Ils viennent pour rencontrer des amis, négocier un contrat ou simplement visiter le pays. Il leur est interdit d'exercer une activité professionnelle avec ce visa. Et les touristes français et européens n'ont pas besoin de faire des démarches spéciales et ils peuvent obtenir un visa dès leur arrivée à l'aéroport. Malgré ce que disent les gens sur internet, la durée du visa touristique n'est pas de 3 mois, mais de 90 jours. En cas de dépassement, on peut risquer une expulsion et une interdiction d'entrée sur le territoire. Selon les statistiques officielles, environ 8,5 millions de touristes sont venus visiter Taïwan en 2025. Contrairement aux touristes, les PVTistes ne sont pas tenus à la règle des 90 jours et peuvent aussi travailler légalement.
Tout ça, c'est grâce au permis vacances-travail. C'est le visa idéal pour toute personne souhaitant découvrir Taïwan plus longuement que pendant de simples vacances. Néanmoins, il n'est disponible que pour les personnes venant de pays ayant un accord avec Taïwan, dont la France. Les PVT sont valides maximum 1 an, sous la forme de 2 fois 6 mois, à renouveler pendant le séjour à Taïwan. En général, cette expérience n'est permise qu'une fois par personne, mais récemment, Taïwan et le Japon ont étendu le dispositif à 2 fois par personne pour leurs ressortissants. À voir si d'autres pays concluront des accords similaires avec Taïwan. Quoi qu'il en soit, il y a certaines conditions pour devenir PVTiste. Selon le site de l'ambassade de Taïwan en France, il faut remplir plusieurs conditions et fournir un certain nombre de documents. Mais il existe quand même un léger désavantage. En effet, il est impossible de passer d'un PVT à un autre visa. Au terme du PVT, il faut absolument quitter le territoire taïwanais. Cela n'interdit pas de revenir plus tard avec un autre visa. De leur côté, les résidents de courte durée sont une catégorie assez large et diverse, car elle regroupe autant des jeunes étudiants d'échange que des personnes vivant à Taïwan depuis longtemps. En général, ce titre de séjour est lié à un emploi ou des études et doit être renouvelé tous les ans. Cela crée un lien de dépendance qui peut être désagréable pour certains étrangers. Comme les PVTistes, les résidents courte durée peuvent aussi rencontrer des difficultés pour ouvrir un compte en banque, trouver un logement ou prendre un abonnement téléphonique. Tout cela est permis par la loi, mais certains propriétaires ou certaines banques sont encore un peu frileux. Les résidents longue durée sont un groupe plus restreint car il est constitué des étrangers ayant reçu un permis de séjour longue durée. Et c'est sûrement le statut le plus enviable de tous. De fait, les avantages ne sont pas des moindres. C'est notamment la possibilité d'obtenir un permis de travail ouvert, pouvoir se déclarer au chômage et recevoir des allocations, pouvoir toucher une retraite et ne pas avoir à renouveler son permis de séjour régulièrement. Comme il s'agit d'un statut assez enviable, les conditions d'obtention sont difficiles et il y a 2 voies pour y accéder, par le mariage ou par son travail. Les 2 voies varient un peu, mais en général, il faut résider légalement pendant 5 ans, avoir plus de 20 ans, avoir une bonne moralité et un casier judiciaire vierge, et posséder des ressources financières suffisantes. Si la demande est liée au travail, le salaire doit être 2 fois supérieur au SMIC local, c'est-à-dire 59 000 $ taïwanais. Dans le cas d'une demande en raison d'un mariage, les règles sont un peu plus floues, mais les revenus du conjoint sont aussi pris en compte. L'idée étant de vérifier si le conjoint peut soutenir financièrement en cas de problème. Enfin, il nous faut parler du haut du panier des étrangers à Taïwan, les détenteurs de la Taiwan Gold Card. Lancée en 2018, cette carte est un outil tout en un car elle regroupe visa, carte de résident et permis de travail pour des durées d'1 à 3 ans. Son but déclaré est d'attirer les talents étrangers pour contribuer au développement de l'économie taïwanaise. Mais obtenir ce sésame semble être plutôt difficile. En effet, plusieurs secteurs mettent en avant des très hauts salaires ou plusieurs années d'expérience comme condition obligatoire pour pouvoir poser sa candidature. Si toutes les nationalités sont possibles, la Taiwan Gold Card semble plutôt pensée pour attirer les étrangers hautement qualifiés des pays développés, notamment occidentaux. Et les données officielles semblent aller dans ce sens, puisque 37% des détenteurs étaient originaires de pays occidentaux, 22% d'Asie de l'Est et 9% d'Asie du Sud-Est. Enfin, les détenteurs de la Taiwan Gold Card parlent aussi souvent de plusieurs petits problèmes quotidiens assez similaires à ceux des autres résidents de courte durée. Mais pour dresser un tableau plus complet de la situation, il faut qu'on discute rapidement de 2 catégories particulières, les travailleurs étrangers et les Chinois. Le terme officiel de YGIGONG pourrait se traduire comme les travailleurs étrangers. Mais ce terme est un peu trompeur. Dans la langue populaire, le terme travailleur étranger fait référence aux travailleurs d'Asie du Sud-Est, alors que le terme étranger concerne tous les autres, mais surtout les occidentaux. Et ce, alors que les travailleurs d'Asie du Sud-Est constituent la majorité des non-taïwanais. Par ailleurs, si l'installation d'un étranger est laissée libre, celle d'un travailleur migrant est liée à la demande d'une entreprise locale, le tout dans le cadre d'accords passés entre Taïwan et les pays d'origine. Il faut donc voir les travailleurs étrangers comme un groupe à part, différent de celui des autres étrangers. Et les problèmes qu'ils rencontrent sont aussi totalement différents. Ici, on parle de conditions de travail difficiles et de traitements illégaux par certains employeurs. Des améliorations semblent se mettre progressivement en place, mais il est encore trop tôt pour en juger les effets. Pour bien comprendre le régime particulier des Chinois à Taïwan, il faut qu'on plonge un peu dans la Constitution. C'est
pas super sexy, mais il faut qu'on y passe. Donc la constitution actuelle a été promulguée en 1947, en pleine guerre civile chinoise entre les communistes de Mao Zedong et les nationalistes de Chiang Kai-shek, à un moment où l'île de Taïwan et la Chine étaient officiellement gouvernées par la République de Chine. Suite à la défaite des nationalistes en 1949, Chiang s'est réfugié à Taïwan et a instauré une dictature qui a duré jusqu'en 1987. Malgré la démocratisation et la taïwanisation progressive du pays, la constitution est restée en vigueur, notamment parce que le régime communiste pourrait voir des changements comme une déclaration d'indépendance et un motif pour déclarer la guerre. Pour ce qui nous concerne ici, l'article 4 de la Constitution affirme que les frontières du pays sont celles en vigueur en 1947, donc que les citoyens de la Chine communiste sont aussi, en théorie, des citoyens de la République de Chine. Cela peut sembler stupide, et ça l'est. C'est une pure fiction juridique qui est complètement archaïque, mais d'elle découlent d'autres lois, notamment autour de la naturalisation. De fait, les Chinois sont soumis à la loi sur les relations entre les peuples de Taïwan et du continent, alors que les étrangers passent par la loi sur la nationalité. Si les étrangers doivent abandonner leur nationalité d'origine, passer un test civique et justifier de ressources suffisantes, les Chinois mariés à des Taïwanais sont exemptés de tout cela. Au regard de la loi taïwanaise, un citoyen de Chine populaire marié localement n'est pas vraiment naturalisé. Il transfère simplement son adresse officielle du territoire chinois vers celui de Taïwan. Par ailleurs, un époux chinois peut obtenir un permis de résidence longue durée pour des parents âgés d'au moins 70 ans ou des enfants de moins de 12 ans. Le gouvernement taïwanais actuel commence à revenir sur certaines de ces dispositions, notamment politiques, mais la plupart des autres restent encore en vigueur. In fine, comme la population taïwanaise, la communauté étrangère à Taïwan est extrêmement diverse, mais les principales régions d'origine demeurent l'Asie du Sud-Est et la Chine. Statutairement, la résidence permanente par mariage ou par le travail demeure le sésame absolu, mais ce n'est pas non plus très répandu. En tout cas, les travailleurs migrants ne peuvent pas y avoir accès. De l'autre côté, les ressortissants chinois continuent de bénéficier de certains privilèges, mais ça pourrait bientôt changer. Si tu as appris des choses sur Taïwan, n'hésite pas à aimer la vidéo, la partager avec tes amis et à t'abonner à la chaîne Écho de Taïwan. Comme d'habitude, toutes les références sont dans l'article, dont le lien est en description. En attendant de se retrouver pour une autre vidéo, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.